Dans cette vidéo, nous revenons sur les révélations majeures liées à la tentative de déstabilisation du Burkina Faso, survenue dans la nuit du 3 au 4 janvier 2026. À travers des extraits clés d'un débat télévisé et les aveux diffusés par la télévision nationale, cette compilation retrace les faits essentiels, les acteurs impliqués, ainsi que les enjeux sécuritaires et politiques soulevés par cette affaire. Les passages retenus permettent de comprendre la nature du complot, les mécanismes de recrutement, les soupçons de financement et les questions sensibles liées à l'exil et à l'extradition. L'objectif est d'offrir une lecture factuelle, structurée et accessible des éléments centraux du dossier. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité africaine. Oui, merci. Effectivement, dans la nuit du 3 au 4 janvier 2026, un complot visant l'assassinat du capitaine Ibrahim Traoré et la neutralisation d'infrastructures clés comme une base de drones est déjoué par les services de sécurité burkinabés. C'est l'information. Et puis cette information, elle a été portée à la connaissance du grand public par le ministre de la Sécurité publique, Mamadou Sarna. Et puis, de quoi s'agit-il en réalité? Il y a eu effectivement un complot qui vise à tuer, pour utiliser les termes précis, à éliminer physiquement le capitaine Ibrahim Traoré, soit en tirant sur lui à bout portant ou en procédant par des explosifs et même par des procédés de pose de mine dans le domicile présidentiel. Et puis, vous avez bien fait de le rappeler, il y a un nom qui est revenu et qui a été désigné comme le commanditaire principal, c'est le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. Et dans cette préparation, on apprend dans les communications officielles du Burkina Faso qu'il y a eu même des commerçants qui se sont déplacés jusqu'à Lomé pour le rencontrer Damiba, discuter avec lui et préparer donc cette action subversive. Et sur le terrain, il y a donc des militaires et même des civils qui sont mêlés à cette affaire. Et les preuves principales qu'on a vues, ce sont essentiellement les aveux que tout le monde a vus. Les intéressés sont passés aux aveux et ça a été diffusé directement à la télévision nationale du Burkina. Et donc, on parle aussi de financement qui soit venu de la Côte d'Ivoire. Donc, très clairement, il y a un triangle opérationnel, c'est-à-dire que Paul-Henri Damiba au Togo et certains civils burkinabés qui sont exilés en Côte d'Ivoire. Et la partie opérationnelle, c'était donc au Burkina, à Ouagadougou. Donc, et puis on sent que vraiment il y a une forte opposition structurée qui dépasse le cadre d'une simple opposition politique, mais qui a pris le chemin de carrément déstabiliser la lutte qui se mène au Burkina Faso, la nouvelle marche du pays, tout ce que le peuple de l'AES est en train de faire, tout ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire, et ceci évidemment est déplorable. Comme vous l'avez souligné, les aveux diffusés par la télévision nationale burkinabé pointent une organisation méticuleuse, financement occulte, recrutement de commandos et sabotage technologique. Je suis le sergent Yalaouérou Salfo, matricule 12 180 10 463 en service à la garde républicaine, plus précisément au bataillon d'appui de protection des sites 2. Il y a de cela 2 semaines environ, un numéro inconnu m'a appelé plusieurs fois dont je n'ai pas décroché. C'est là, quelques minutes plus tard, mon oncle, El-H Wimenga Ali, commerçant de profession résident à Zinaré, m'a contacté que de décrocher le numéro car c'est lui qui a donné mon numéro de m'appeler, que c'est son ami El-H Sakande Madi. Chose que j'ai pu faire, j'ai décroché l'appel. El-H Sakande Madi m'a fait savoir qu'il veut me voir très urgemment, qu'on peut se voir à quelle heure. J'ai dit ok, je vais vous communiquer. Mais 3 jours plus tard, que connexion fut établie. Et ça a été au terrain de la Perle à Ouara 2000, côté est du terrain. Arrivé, il m'a salué et il a appelé un numéro, mais passé. Et la personne a commencé à me parler à ces termes. Ça va? J'ai dit ça va. Et à Ouagadougou, j'ai dit tout va bien. Il y a quelle nouvelle là-bas? J'ai dit tout va bien. Tu sais c'est qui? J'ai dit ah vraiment je ne vois pas c'est qui. Et, ah bon? Ok. Que c'est le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba au téléphone. Chose que j'ai dit, ah ok, tous mes respects. Il dit bon, et après, on va causer avec toi. Et notre communication s'est arrêtée là-bas ce jour. 2 à 3 jours plus tard, El-Had Sakande m'a recontacté que le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo souhaite me parler.
mais je peux passer tout de suite. J'ai dit, vous êtes à quel niveau? Il m'a donné l'aliment qui était à son bureau. Chose qui fait, j'ai été. Et il a appelé le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo me passer. C'est là, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo m'a fait savoir qu'il est soldat comme nous, comme moi, et il sait que c'est pas simple. Mais tu ne demandes pas, mais j'ai une commission pour toi. Que la commission sera disponible soit demain ou après-demain avec LH Sakandé Madi, que tu pourras passer récupérer le frère. Et qu'il a précisé également que Sakandé Madi va préciser des choses, des trucs. Après notre échange, il a coupé. C'est là LH Sakandé Madi m'a fait savoir de façon claire que c'est un projet de coup d'État. Mais il s'attend de moi de mobiliser des hommes pour la réussite du coup d'État. Je tiens à préciser que quand j'ai eu les détails clairs du rôle que je dois jouer, qui est un projet de déstabilisation, je me suis mis à travailler en me mettant en contact avec mes hommes que je fais plus confiance. Et c'est en ce moment, pendant l'absence de LH Sakandé Madi hors pays, j'ai travaillé. Et je tiens à préciser que j'étais chef de piquet à la gare républicaine le 31 décembre. Le 31 décembre. Soit rendez-vous a été pris entre Lagui Sakandé et moi à 20h, à part Lagui à son bureau, pour récupérer un colis. En partant pour récupérer le colis, j'ai été avec mon véhicule, avec 2 PKMS et des munitions, beaucoup de munitions, 4 caissettes de munitions. Une fois sur les lieux, je devrais communiquer avec le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba afin de rentrer en possession de mon colis et prendre les horaires de la rencontre. C'est quand j'attendais l'appel que j'ai été arrêté. Je présente mes sincères regrets, Son Excellence, chef suprême des armées, président du Faso, le peuple résilient du Burkina Faso. Je présente mes sincères regrets à ma hiérarchie et à la hiérarchie militaire. Je présente également mes sincères regrets à toutes les forces composantes de notre mère patrie. Je demande clémence et je tiens également à demander pardon à toutes les unités engagées sur des théâtres d'opération, jour et nuit, malgré les intempéries, malgré l'adversité, malgré que les combats sont aptes. Je demande clémence, que Dieu aide le Burkina Faso, que Dieu aide le Burkina Faso, que Dieu aide le Burkina Faso. Le Burkina Faso reste seul, unique et indivisible. Aucun mal intérieur ou extérieur ne pourra diviser notre cher pays qui est le Burkina Faso. Nous n'avons qu'un seul pays, le Burkina Faso. Et nous allons nous mettre autour de ce tissu afin que aucun mal ne puisse l'arriver. Mais tu ne peux pas être sergent-chef et être aussi bête-chef. Sergent-chef et bête-chef, ça ne va pas ensemble. Pourquoi je dis ça? Mais tu t'imagines, tu es chez toi. On dit, on t'appelle. Tu vas, on te passe le président, un ancien président de la République qui est le lieutenant-colonel. Donc tu connais la situation. Tu sais exactement qui il est. Mais si toi, sergent, est-ce que quand il était président, tu jouais aux cartes avec lui? Oui, mais non. Vous alliez à la pêche ensemble? Non, le problème, vous oubliez un détail. Il y a eu un intermédiaire qui est un parent. Oui. Le parent n'a pas grillé son cerveau. Il a un cerveau. Tout à fait. Le parent n'a pas grillé son cerveau. Il a un cerveau. Visiblement, c'est à cause du parent aujourd'hui, que le sergent-chef a été mis en fonction. Aujourd'hui, il dit, il demande pardon, il parle de sa hiérarchie. Mais, donc, tu avais une hiérarchie, on t'appelle, on te dit, fais coup d'état, tu transformes ta voiture en armurerie ambulante, et aujourd'hui, tu parles de ta hiérarchie. Est-ce que tu as rendu compte à un seul élément de ta hiérarchie? Et il parle de Dieu. Tu sais, les hypocrites, les menteurs, les traîtres, les ordures manipulent tellement le nom de Dieu que quand moi je les entends, ça me met en colère. Ils parlent de quel Dieu? Ils demandent pardon. Les gens que vous étiez chargés d'aller assassiner dans leur maison, tu leur aurais laissé le temps de demander pardon? Laissons le de côté, c'est un pauvre type. Il n'a rien dans la tête
Et je ne sais même pas comment il a pu obtenir le grade de sergent-chef. Parce que l'armée, ce n'est pas un foutoir c'est pas un dépotoir quand même. Sergent-chef, c'est pas petit. Analysons maintenant l'implication présumée de l'ancien président de la transition, actuellement en exil au Togo. Le ministre de la Sécurité, vous l'avez souligné, Didier Alou Mahamadou Sana, a désigné Paul-Henri Sandaogo Damiba comme le commanditaire principal. Alors, sur quels éléments financiers et logistiques cette accusation repose-t-elle, Didier Alou? Disons que d'abord, pour renchérir un peu ce que vient de dire l'ambassadeur par rapport à l'implication de Damiba, il faut dire que tous les aveux convergent vers Damiba. Eux tous, que ce soit les commerçants, que ce soit les militaires arrêtés dans cette histoire, eux tous amènent régulièrement un nom, Paul-Henri Damiba, qui, vous avez bien fait de le rappeler dans votre introduction, est en exil. Et le Togo a accepté par fraternité. Et vous savez que le Togo est un pays dont l'hospitalité est connue légendairement en Afrique et dans le monde. Et donc, c'est par gentillesse, c'est par fraternité, c'est pour des raisons sociales d'apaisement que Damiba a été accueilli ici pour le protéger. Mais il se trouve que ce Paul-Henri Damiba ne reste pas tranquille. Son nom revient tout le temps. Son nom revient tout le temps. Fin septembre 2022, déjà son nom était déjà cité. 26 septembre, dans une tentative de coup d'État, son nom est cité. 21 avril 2025, son nom est cité. Et maintenant, le 3 janvier 2026, son nom est également cité. Donc, ça n'est trop. Est-ce qu'il faut extrader ou protéger Damiba? Bon, on sait, Excellence, vous l'avez souligné, le Togo est traditionnellement une terre d'asile, un médiateur dans la région. Jusqu'où cette tradition peut-elle tenir face aux accusations de complot terroriste et de déstabilisation? Écoutez, on a accueilli Damiba pour sauver sa vie, pour le mettre en sécurité. Maintenant, lui seul, que le Togo a mis en sécurité, veut mettre en insécurité tout le Burkina Faso. Parce que les listes des gens qu'ils ont fait à tuer, les terroristes qu'ils ont positionnés, qui devaient attaquer dès qu'on tue le président, les autres qui devaient venir des pays voisins au sud, tout ça, mais ce serait un bain de sang total. Pas seulement le Burkina, parce que vous avez fait une analyse intéressante. Oui. Si les Burkinabés savent que le danger est venu du Togo, mais il ne faut pas se taire. Ça peut barder aussi entre le Burkina et le Togo. Mais attends, et pourquoi pas? Moi, si je suis chef de l'armée burkinabé, je sais qu'on a attaqué, on a tué mes éléments, et que l'attaque vient du Togo, mais j'envoie une poignée de missiles. Rien que pour leur dire, mais mes amis, il y a des limites à toutes les blagues. Quelle troisième voie pour Lomé? Une extradition sous condition, un procès au Togo même, ou à l'étranger, ou un transfert vers un pays tiers, Didier Alou? Ce que Damiba a fait est très grave. Et les deux possibilités que je vois, c'est soit l'extradition ou un jugement sur place, un emprisonnement sur place. Moi, c'est ce que je vois dans cette affaire parce qu'au moins ici, puisque le Togo est un pays qui est favorable et partenaire à l'AES, au moins à partir d'ici, s'il est ici, il serait mieux surveillé. Et les caméras peuvent bien le Togo peut bien mettre les radars sur lui. Mais si vous le laissez filer, partir d'ici pour aller s'installer où? Et on ne sait, et à partir de quelque part où les radars seront embrouillés, on ne pourra plus correctement le suivre. Je pense que ce n'est pas une bonne idée, en tout cas selon moi. Bon, c'était mon opinion. Je peux me tromper dans mes analyses. Mais ce que je dois souligner, vous l'avez souligné, Gilles, que tous ces lézards-là sont des gens proches du parti de Compaoré. C'est Didier qui l'a souligné. Ouais, c'est Didier, voilà. Et c'est vrai, moi aussi j'ai lu ça. Les commerçants, c'est les gens de Compaoré. Tu comprends bien, quand Compaoré arrachait des milliards avec les terroristes, tu comprends avec qui ils bouffaient les milliards. Ces milliards doivent leur manquer aujourd'hui. Je crois qu'il y a même un qui est venu, bon, ça je n'avais pas voulu évoquer cette question parce que le Burkina est un pays uni. Il y a un des commerçants qui est originaire de Zignaré, qui est le village, du village de Compaoré. Mais je n'ai pas voulu qu'on développe cet aspect. Parce non, on va laisser cet aspect. Ça dit que ces commerçants qui ont mangé gratuitement avec Compaoré, ils croient qu'ils vont créer encore une situation où on va détourner les milliards et avec les terroristes, on se partage les milliards dans les beaux hôtels de Ouagadougou. Écoute, toi, Compaoré, tu as assassiné ton meilleur ami, le meilleur fils que le ciel ait donné au Burkina. Et c'est qui n'était pas sur les lieux. Oui, je sais. Quand on a tué Compaoré, il dormait. On a tué Lengani et l'autre, lui, dormait. C'est bizarre que chaque fois que quelqu'un dort, ses amis meurent. Moi, si je suis à la place de ses amis, je ne le laisserai pas dormir. Je vais mettre toujours du tam-tam dans ses oreilles pour qu'il ne dorme pas, pour qu'on ne vienne pas m'assassiner. Donc, tu assassines Sankara,
tu vas aujourd'hui, on te cherche, tu te caches en Côte d'Ivoire et tu veux assassiner la réincarnation de Sankara. On ne peut pas assassiner une réincarnation, il est bête. C'est ces marabouts qui l'induisent en erreur ou bien c'est lui-même qui réfléchit. Il ne peut pas, Compaoré ne peut pas voir la tombe de Ibé, mais Ibé verra sa tombe. Donc il n'a qu'à se calmer et cesser de manipuler les pauvres commerçants et les pauvres sous-officiers. Ça ne sert absolument à rien. Finalement, les Burkinabés, peut-être, avait-il tort de laisser s'échapper Damiba? Aurait-il dû faire comme les Nigériens pour le sort de Bazoum, lui garder en lieu sûr aujourd'hui? Mais tout ça, peut-être je vais vous renvoyer la question dans la zone partie de New World Forum. Puisque là, nous sommes obligés de marquer une pause pour des impératifs commerciaux et une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. À tout de suite.